Il y a eu un appel au 911 qui a directement raccroché d'une maison complètement abandonnée. On arrive sur les lieux, on entre, on dit « Police, police !» Rien. On monte à l'étage, on vérifie tout l'étage, il n'y a rien. Il n'y a personne, on se retrouve tous les 5 en bas et on discute. On se dit « Hé, tout va bien, il n'y a pas de problème ici !» Pendant que l'on discute, tout à coup on entend des bruits de marche rapide, de course à l'étage. Et une porte s'ouvre et se ferme. Qu'est-ce que c'est que ça? On a dû oublier quelque chose. Alors naturellement, on a sorti nos armes et on a... Police! On annonce, peu importe. On est monté à l'étage et on a regardé et re-regardé. Il n'y avait personne. Toutes les fenêtres sont fermées. Il n'y a personne. Pendant que l'on attend, la même chose se produit. Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, on commence à être un peu effrayé parce qu'on se dit « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Et on vérifie à nouveau. On en est à un point où on va arracher les planchers. Il n'y a rien. Et on entend une marche très lente cette fois. Et on entend les craquements. Parce que c'est une maison en bois et une porte s'ouvre et se ferme. Imaginez un endroit complètement vide. Je m'appelle Erdal Kaya, je suis né à Adana en Turquie, j'ai environ 37 ans aujourd'hui. Je suis allé à l'université d'Istanbul et j'ai étudié la gestion hôtelière. En 2005, j'ai émigré aux États-Unis et je vis actuellement dans la région de Chicago. Comment est-ce que ton parcours a commencé de la Turquie aux États-Unis? Depuis que je suis tout petit, je me suis toujours intéressé à la culture occidentale. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être les émissions de télévision, les films et tout ça, mais j'aimais vraiment la culture occidentale. J'avais environ 11 ans. Un jour, j'ai aidé ma mère et tout d'un coup, je lui ai simplement dit « Hé, je vais juste aller quelque part en Occident et y vivre un jour. » Et ma mère m'a regardé et elle était « Qu'est-ce que tu racontes ?» Comme si elle ne comprenait pas ce que je disais. En 2005, c'est enfin arrivé. J'ai déménagé aux États-Unis. Quel âge avais-tu? J'avais 20 ans. Quand j'étais aux États-Unis, je ne savais rien. Mon anglais était donc très approximatif. Et il y avait ce choc culturel. Mais j'ai commencé à travailler dans des hôtels. J'ai d'abord travaillé dans un Sheraton à Atlanta en Géorgie et je n'arrivais pas à croire que j'avais obtenu ce travail. Comment es-tu devenu officier de police? Mon père est un policier à la retraite ici en Turquie. Je voulais être policier encore plus aux États-Unis parce que bien sûr je voulais aider les gens et avoir ce sentiment. Mais aussi, vous savez, les émissions de télévision et les films, ils vous montrent vraiment comment la police est tout le temps au cœur de l'action. Cela m'a vraiment captivé, a renforcé mon intérêt. J'ai commencé à postuler auprès de nombreux services de police et après avoir été rejeté 3 ou 4 fois, j'ai finalement réussi à obtenir un emploi de policier et j'ai travaillé comme officier de police pendant environ 6 ans dans ce service de police. Pendant 3 ans environ, j'ai formé d'autres nouveaux officiers de police. C'est ce que nous appelons le poste d'agent de formation sur le terrain. Combien de personnes sont capables de passer les tests de police? Le métier de policier aux États-Unis est assez difficile, mais je dirais qu'en moyenne, peut-être 5 à 10% y parviennent. Donc très peu de personnes sur l'ensemble des candidats obtiennent le poste. C'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Moi, quand j'ai postulé, 777 personnes ont postulé et seulement 11 d'entre nous ont été embauchés et ont été envoyés à l'académie. Alors, je vous laisse imaginer. Quel a été l'entraînement le plus difficile que tu as eu? Tous les matins, à 5 heures, il fallait se réveiller et subir les cris et tous les trucs militaires de fou. Sortir soit à la salle de sport, soit à l'extérieur, sur la piste d'athlétisme. Non-stop, pas de pause. Et pour couronner le tout, quelqu'un est sur vous en criant et en hurlant sans arrêt. Et vous pensez que c'est fini? Non, ce n'est pas fini. Vous rentrez à l'intérieur et vous essayez de vous préparer dans les 10 minutes. Il vous donne environ 10 minutes pour vous doucher, vous raser, mettre votre uniforme et se mettre en rang à l'extérieur. Et si vous ne respectez pas ce délai, cela n'arrive pas, et ils le savent. Et parce que vous n'avez pas respecté ce délai, ils vous punissent. Ils disent « Oh, tu es en retard, retournons dehors ». Et ils vous punissent encore plus. Quelle est la punition? La punition est très physique, très. Personne ne vous bat, personne ne vous touche physiquement comme ça, mais ils vous punissent en faisant beaucoup d'activités physiques. Une autre chose difficile, très difficile, c'était la pression psychologique. Ils crient et vous hurlent dessus en face, leur visage est juste là, c'est leur bouche juste là. Et ils crient tous les jours. C'était vraiment difficile. Mais après 26 semaines, je me souviens, c'était la semaine 20 semaines que je suis là-dedans et je me faisais crier dessus pour quelque chose que j'avais mal fait, crier et hurler. Je ne l'entendais même plus.
En ce qui me concerne, j'étais simplement attentif à d'autres choses. Oh, qu'est-ce que je vais faire ce week-end? Je vais aller boire ce café cette fois-ci, donc je n'écoutais même pas, c'était juste comme ça, mauvais. Mais certaines personnes ne pouvaient pas le supporter, alors beaucoup de gens arrêtaient tout simplement. Es-tu déjà arrivé au point où tu te disais « je suis à bout » pendant ton entraînement? Absolument, tous les jours, chaque jour je me disais j'en ai assez, je veux juste rentrer chez moi. C'est ce que je me disais. Mon coéquipier était dans la couchette du bas et il a arrêté genre à la 6e semaine, il s'est dit je ne peux plus faire ça. Et c'était un ancien militaire. Il s'est dit je ne peux plus faire ça, c'est trop dur. C'est comme si vous ne pouviez pas partir parce que vous vous entraînez. Vous savez, il fait mon lit, je fais le sien, alors il a démissionné. Et beaucoup de gens démissionnent. Et moi je voulais arrêter tous les jours, mais je ne l'ai pas fait. Ce que j'ai appris dans cette académie, c'est que peu importe à quel point vous pensez que c'est fini, je n'ai plus rien dans le réservoir, j'en ai assez, je ne peux plus faire de pompe, je ne peux plus faire ça, vous êtes à peu près à 50%. Il vous reste encore 50% à faire. Quelle est la chose la plus extraordinaire que tu aies vécue? Avant d'expliquer ce qui s'est passé, il y a eu un appel au 911 qui a directement raccroché d'une maison complètement abandonnée. Normalement, les appels raccrochés arrivent au 911, les gens appellent le 911 et raccrochent. On ne peut pas ne pas y aller, mais il faut y aller. Parce que vous pourriez être sous la contrainte, sous le stress. Quelqu'un peut vous avoir kidnappé et vous venez d'appeler et vous devez raccrocher. C'est pour cette raison que nous devons aller vérifier pour voir si tout va bien. Et cet appel est arrivé d'une maison complètement abandonnée. Assalamu alaikum frères et sœurs. On a vu que 80% de notre public, y compris cette vidéo, n'est pas abonné à notre chaîne. Comme vous le savez, nous sommes une organisation à but non lucratif et les publicités sont désactivées sur nos vidéos. Vers l'éternité n'est pas seulement une chaîne YouTube, mais aussi une madrasa. Ici, on essaye de s'éduquer et éduquer les jeunes sur l'islam. Donc la seule raison pour laquelle on vous demande ça, c'est pour propager la vérité. Ça peut vous sembler un petit acte, mais Inch'Allah, il nous aidera à atteindre des millions de personnes. Maintenant, cliquons sur les boutons j'aime et s'abonner et marchons ensemble vers l'éternité. Avant d'expliquer ce qui s'est passé, il y a eu un appel au 911 qui a directement raccroché d'une maison complètement abandonnée. Normalement, les appels raccrochés arrivent au 911, les gens appellent le 911 et raccrochent. On ne peut pas ne pas y aller, mais il faut y aller, parce que vous pourriez être sous la contrainte, sous le stress. Quelqu'un peut vous avoir kidnappé et vous venez d'appeler et vous devez raccrocher. C'est pour cette raison que nous devons aller vérifier pour voir si tout va bien. Et cet appel est arrivé d'une maison complètement abandonnée. Et c'était moi et 3 autres officiers de police et un superviseur. On arrive sur les lieux. Selon le protocole, on vérifie qu'il n'y a personne à l'intérieur de la maison. On entre, on dit police, police, rien. Rien en bas, on monte à l'étage, on vérifie tout l'étage. Rien. Il n'y a personne. Il n'y a pas de meubles, rien à l'intérieur. C'est un endroit complètement vide. D'une manière ou d'une autre, un appel au 911 est venu de cet endroit. Cela arrive parfois, les lignes téléphoniques, peu importe, hein. On descend tous, on se retrouve tous les 5 en bas et on discute, on se dit « Hé, tout va bien, il n'y a pas de problème ici ». Pendant que l'on discute, tout à coup, on entend une marche rapide, un bruit de course à l'étage. Du genre très rapide et une porte s'ouvre et se ferme. Qu'est-ce que c'est que ça? On a dû oublier quelque chose. Par exemple, on pensait avoir raté, quelqu'un était à l'étage et on l'a manqué. Alors naturellement, on a sorti nos armes et on a dit police, on annonce peu importe, on est monté à l'étage et on a regardé et on a re-regardé. Il n'y a personne. Toutes les fenêtres sont fermées, il n'y a personne. Très perturbant. Il n'y a pas de porte secrète cachée, il n'y a pas de placard, il n'y a pas de vide sanitaire. Rien. Tout est vide. À ce moment-là, on en parle à mon superviseur. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe ici? C'était du genre, on ne sait pas. Et le superviseur s'est dit, vous savez quoi? On va contrôler tout ça. On va vérifier la zone avec beaucoup plus d'attention. Le superviseur envoie un agent à l'arrière de la maison et un agent à l'avant de la maison, juste au cas où quelqu'un aurait sauté ou que quelqu'un pourrait sauter de la fenêtre. Et on vérifie de plus en plus en détail. Et il n'y a rien. Pendant que l'on attend, la même chose se produit. Juste des bruits de pas. On entend des bruits de pas, des bruits pas très clairs qui marchent et une porte qui s'ouvre et se referme. Bon, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, on commence à être un peu effrayé parce qu'on se dit « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Et on vérifie à nouveau. T'as eu peur? Je n'ai pas eu peur, c'était presque drôle mais effrayant. Ok, parce qu'on est genre 5, on se dit « Ok, qu'est-ce qui se passe ici comme ça ?» Alors on réfléchit un peu plus. Est-ce que ce sont des fantômes? Qu'est-ce qui se passe? Mais personne ne le sait. On monte, on vérifie encore une fois, il n'y a rien. On en est à un point où on va arracher les planchers. Il n'y a rien. Imaginez un endroit
complètement vide, à moins qu'il y ait un endroit caché que l'on ne pouvait pas voir. Il n'y avait rien. On redescend, on parle comme ça, et on entend une marche très lente cette fois-ci. Et on entend les craquements, parce que c'est une maison en bois, et les portes s'ouvrent et se ferment. À ce moment-là, bien sûr, je me suis dit « Bon, c'est quelque chose de fou ». Le superviseur dit « Vous savez quoi ? Non, on ne va plus vérifier ça. Allons dehors ». On est donc sorti et le superviseur a annoncé par radio « Tout est clair, pas de problème ici. S'il y a d'autres appels et qu'ils proviennent de cet endroit, vous n'avez pas besoin d'envoyer des policiers. C'est clair. » C'est ce qu'a dit le superviseur. Est-ce que c'était clair? Il n'y avait personne, on a vérifié 3 fois et c'était comme c'est là que le superviseur a pris peur et il s'est dit ok, il y a des fantômes là-haut. Parce que ça ne peut pas être un chat, ça ne peut pas être un animal, il n'y avait pas d'animaux là-haut, les fenêtres sont fermées. Je ne sais pas, à ce jour, je ne sais toujours pas, c'est très extraordinaire, c'est une situation très intéressante. Il y avait peut-être un téléphone? Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien, complètement vide, il n'y avait rien là-dedans, il n'y avait pas de vide sanitaire, pas de placard, rien que l'on ne puisse pas trouver, et même si quelqu'un se cachait, pourquoi cette personne serait-elle constamment en train de marcher, de fermer la porte? Je ne sais pas, je ne sais pas. Quelle est la plus grande différence entre les policiers dans les films et dans la vie réelle? La plus grande différence, ces policiers dans les films sont toujours dans une fusillade et ils passent d'une fusillade à l'autre, à une autre et à une autre. Ils montent dans leur voiture et rentrent chez eux. Dans la vraie vie, la fusillade est extrêmement rare. Vous savez, ça n'arrive pas tout le temps. Vous avez vos beignets? Vous avez votre café? Exactement, on a nos beignets, on a notre café, cette partie est réelle. On boit vraiment notre café et on mange des beignets. Mais les fusillades, c'est très rare, et 90% de ce que vous faites en tant qu'officier de police, c'est de la paperasse. Vous remplissez un document, vous faites des rapports de police, de la paperasse, mais vous êtes constamment en train de remplir de la paperasse. Dans les films, on ne voit jamais de policiers remplir des documents. C'est la chose la plus importante que j'ai apprise lorsque j'ai commencé à travailler pour la police. Nous sommes allés sur une scène et mon formateur m'a dit « Ok, on doit documenter ça, nous devons rédiger un rapport ». Je me suis dit « Oh d'accord ». Et puis on passe à une autre scène. « Ok, on doit rédiger un rapport ». J'étais comme « Oh mon Dieu, je dois rédiger des rapports pour tout ?» Oui. Peux-tu comprendre si quelqu'un te ment? Quand je parle aux gens, quand je les interroge, il y a certaines choses que je regarde, auxquelles je fais attention pour voir s'il y a tromperie. Si vous parlez à quelqu'un qui est très inexpérimenté dans le monde criminel, ce serait beaucoup plus facile. Mais quelqu'un d'expérimenté, un criminel chevronné, ça sera beaucoup plus difficile. Il existe des moyens de détecter la tromperie, de la psychologie humaine. Mais personne ne peut détecter la tromperie à 100%. C'est tout simplement impossible. Comment peux-tu comprendre la différence entre une personne qui sort son arme ou son portefeuille? Tu ne peux pas. C'est une très bonne question en fait. Si mon arme est ici, mon portefeuille est là, juste là, les deux ici et vous êtes officier de police, je fais ça. Vous ne savez pas ce que je vais avoir. Vous ne savez pas si je vais sortir mon portefeuille. Vous ne savez pas si je vais sortir mon arme. Tout est circonstanciel. La totalité des circonstances est extrêmement importante. Pourquoi êtes-vous là? À qui parlez-vous? Quelles sont les circonstances? Elles sont très importantes. Rien n'est blanc ou noir. Tout est gris. Donc, si je me bats contre vous ou si je suis agressif avec vous et que je fais ça, je suis désolé. La réaction naturelle d'un policier sera la suivante. Cette personne sort une arme pour l'utiliser contre moi. Mais si vous êtes là comme « Hé monsieur, montrez-moi votre carte d'identité ». D'accord. Lorsqu'une personne fait cela, on peut raisonnablement penser qu'elle sort son portefeuille. Dans la première situation, as-tu le droit de tirer sur cette personne? C'est l'ensemble des circonstances qui comptent ici. Si je suis là, vous vous battez contre moi, vous avez juste blessé quelqu'un ou quoi que ce soit d'autre, il y a de la violence et vous me résistez maintenant et j'arrive, vous faites ça. Oui, l'officier de police peut raisonnablement tirer sur cette personne. As-tu déjà dû te déguiser ou t'habiller en quelqu'un d'autre pour accomplir une mission? Ah oui, je l'ai fait. Une zone de prostitution très importante dans la ville pour laquelle je travaillais. Je m'habillais comme quelqu'un du quartier. Je laissais pousser ma barbe, je prenais une bière à la main, je mettais un chapeau et je conduisais une voiture comme ça. Mais pendant ce temps, d'autres policiers m'observaient et j'essayais de draguer des prostituées. « Hey, comment ça se passe? Tu travailles ?» Et elles montaient dans la voiture, les femmes. Je leur parlais et ensuite, dès que nous nous mettions d'accord sur un prix, je donnais le signal à toutes les unités de la zone. Ils comprenaient le signal et ils nous arrêtaient. Parce que je conduisais une voiture normale. C'est comme si j'étais une personne civile. Une voiture marquée, un officier de police avec des lumières venait nous arrêter.
Et quand ils nous ont arrêtés, un officier de police venait à ma porte. « Hey, comment ça va ?» Peu importe. Et pendant que l'on parle, ils font leur petite enquête. Ils nous font sortir de la voiture, nous arrêtent tous les deux, mais l'autre personne ne sait pas que je suis policier. Pour la plupart, il y en avait 2 ou 3. Ils se rendaient compte, genre, qu'on se faisait arrêter. Ils me regardaient. « Oh mon Dieu, vous êtes un flic !» Et ils essayaient de sauter de la voiture et je m'accrochais à eux ou à autre chose. Mais la plupart du temps, on se faisait arrêter tous les deux, techniquement. Et ils allaient à la voiture et je remontais dans la voiture et je continuais à faire ce que je fais. Tu as participé à plus d'une centaine d'opérations. As-tu déjà perdu un collègue? Oui, ça m'est arrivé. Et c'est écrit Jamie Cox. C'est en mémoire de Jamie que je porte ceci à mon poignet tout le temps. Un type formidable, juste un type formidable. Un jour, Jamie il a effectué un contrôle routier à 1h30 du matin la nuit. Et Jamie a essayé d'arrêter cette personne, mais malheureusement, cette personne a résisté. Et il y a eu cette bagarre. Pour être plus précis, la personne n'avait pas de permis de conduire, donc ce n'était même pas quelque chose de fou. La personne n'était même pas recherchée pour meurtre ou quelque chose comme ça. Cette personne n'avait pas de permis de conduire. Il s'agissait d'un permis révoqué. C'est pour cette raison que Jamie a voulu placer cette personne en garde à vue. Et ce n'était pas bien grave. Il suffit d'aller au centre-ville, vous signez quelques papiers et vous partez. Ce n'est pas vraiment une grosse affaire. Ce n'est pas comme si on restait en prison pour ça. Et Jamie a essayé de menotter cette personne, le faire sortir de la voiture, et cette personne a refusé et résisté. Et il y a eu cette bagarre. Jamie s'accrochait au conducteur. Jamie essaye de mettre le conducteur en garde à vue, le faire sortir, le conducteur de la voiture. Le conducteur a appuyé sur l'accélérateur et tente de partir pendant que Jamie essayer de le menotter. Jamie est donc à l'intérieur du véhicule du suspect. Le suspect appuie sur l'accélérateur et s'enfuit. Pendant ce temps, Jamie s'accroche à la voiture. La porte est donc ouverte. Jamie s'accroche à la porte et à la personne. Je ne connais pas les détails, mais la voiture quitte les lieux avec Jamie. Ils vont à une vitesse très élevée. Et Jamie, encore une fois, je ne connais pas les détails ici parce que tout ce qui a été dit à ce moment-là, personne ne le sait, mais je suppose que Jamie disait « Arrêtez la voiture !» Et non! Et cette personne a continué à rouler très vite et a fini par s'écraser. Et Jamie a perdu la vie à ce moment-là. C'est une situation très triste. C'était un bon gars. Quand on travaillait ensemble, on prenait le petit déjeuner tous les jours ensemble. On s'envoyait des textos et on se parlait. Une bonne personne, comme l'une des personnes les plus gentilles que j'ai rencontrées dans ma vie. Toujours, il souriait, il riait, une bonne énergie positive. Et il n'est plus parmi nous. As-tu eu des problèmes aux États-Unis parce que tu es musulman? Pas nécessairement. À l'époque où je travaillais dans un hôtel, il y avait un gars avec qui je travaillais. Il était concierge à l'hôtel et il se moquait constamment. Vous montez sur des chameaux, vous montez sur des ânes. Ce type ne plaisantait pas. Il ne m'aimait pas, c'est tout. J'ai vraiment senti qu'il ne m'aimait pas parce que j'étais juste un gars venant de Turquie qui était musulman. C'est ce que je crois vraiment, mais pour la plupart, mes amis, mes autres amis flics ou autres, ils plaisantaient avec moi sur des choses comme ça, mais c'est parce qu'ils m'aimaient bien. Tu souhaites ajouter quelque chose? Bien sûr, j'aimerais dire ceci à toute personne qui se trouve dans la même situation que moi. Je suis né et j'ai grandi en Turquie et j'ai immigré aux États-Unis à un très jeune âge sans rien avoir dans ma vie. Et vous savez, j'ai réussi quelques trucs là-bas. Et ce que je dis, c'est ceci. Quoi que vous croyez, tout ce que vous voulez faire dans votre vie, se fixer un objectif, prendre cette décision et prendre des mesures pour y parvenir, ces pas peuvent être très petits, certains grands, peu importe, prenez ces mesures, croyez-y. Si vous croyez en quelque chose, il faut l'intégrer dans la vie de tous les jours. Il le faut. C'est ce que j'ai fait. Je voulais partir aux États-Unis et cela faisait partie de ma vie. Chaque jour, je me réveillais en pensant à cela. Je me couchais en pensant à ça. Je voulais être officier de police. Je m'endormais en pensant à ça. Je me réveillerais en pensant à ça. Je vois la vie comme si je conduisais sur une route forestière. Le tout dans une nuit noire, sans lune. Vous éteignez vos phares, qu'est-ce qui se passe? Tout est noir. Mais cela signifie-t-il que la route n'est pas là? Non, la route est toujours là. C'est ainsi que je vois la vie. Quand vous allumez les phares de votre voiture, ils vont éclairer une distance d'environ 100 mètres. Ils n'indiquent pas votre destination. Ils n'éclairent qu'une centaine de mètres. C'est comme ça que je vois la vie. Vous n'êtes pas obligé de voir la fin. Il suffit de faire un pas vers ses rêves ou quels que soient vos rêves, vous n'en verrez qu'un petit peu. Commencez à prendre des mesures pour y parvenir. En roulant, vous verrez 100 mètres de plus, vous verrez encore 100 mètres, jusqu'à ce que vous arriviez à votre destination.
Ce n'est pas parce qu'il fait nuit que la route n'est pas là. Elle est là. Il suffit d'avoir un peu de foi. Croyez en vous. Il suffit de faire quelques pas dans cette direction. Je te remercie. Je te remercie. Et c'est vraiment un plaisir d'être ici. Je suis très honoré d'être parmi vous. Je vous remercie. Merci beaucoup de m'avoir invité.